Bonjour à tous, rebonjour, nous voilà de retour en direct ici à la conférence annuelle du pôle fonction publique d'AG2R, la mondiale. On est le 17 novembre, vous êtes plus de 600 à nous suivre en direct. Vous pourrez nous suivre sur les replays disponibles dans les tout prochains jours sur Acteurs Public TV. Continuez aussi de réagir, de témoigner, de poser vos questions sur l'adresse qui va apparaître et qui apparaîtra de manière régulière à l'écran. On a parlé numérique, on parle maintenant des valeurs. Engagement, solidarité, proximité, ces valeurs sont-elles les fondamentaux de la fonction publique du 21e siècle? On en débat, on en discute avec nos deux invités. Sonia Neuris, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Madame la directrice générale adjointe du CHI de Créteil, vous m'entendez? C'est bon? Merci beaucoup d'être là. Tous les échanges sont en dématérialisé. Il y avait juste la secrétaire générale de Bercy qui était avec nous en présentiel il y a quelques instants. Eddy Cid, bonjour monsieur, le porte-parole du syndicat SGP Police. Vous m'entendez aussi, vous êtes avec nous. On est en direct. Pour lancer la discussion, je le disais, c'est dans le titre de l'échange. Engagement, solidarité, proximité. Est-ce que ces valeurs doivent être le socle de cette refondation du secteur public? Est-ce que vous avez observé, vous aussi, dans vos organisations respectives, des agents, des personnels qui sont allés au-delà de leurs prérogatives, qui sont allés au-delà des normes pour répondre aux urgences, pour répondre aux usagers, aux citoyens, qui ont fait preuve de mobilisation, de proximité, de solidarité? Ce sont des engagements que vous avez constatés, hein, je crois, tous les deux. Peut-être Sonia Neuris. Oui. Oui, alors j'interviens aussi au nom de l'association pour le développement des ressources humaines en établissement de santé. Moi, pendant la crise, à titre personnel, j'ai changé d'établissement. J'ai commencé la crise dans Val d'Oise et j'ai repris ensuite un hospitalier, donc le centre infirmière hospitalier de Créteil et Villeneuve-Saint-Georges. Et donc, j'ai vu, en fait, sur ces deux territoires, la même mobilisation et un réflexe quasi pavlovien des hospitaliers, qu'ils soient soignants, qu'ils soient médecins, qu'ils soient administratifs, les personnels techniques et logistiques. C'est-à-dire que quand on a été submergé par l'arrivée de tous ces patients très graves, tous les acteurs ont été alignés indépendamment de leur prérogative. Un directeur pouvait aller distribuer des repas aux équipes en respectant les gestes barrières, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de dons, mais on a aussi des psychiatres qui ont fait fonction d'aides-soignants ou des chirurgiens qui sont mis à disposition pour des renforts infirmiers ou pour des renforts logistiques. Donc, à un moment donné, il y a eu un alignement des acteurs qui a été tout à fait remarquable. Et on est sur de Madame Neuris, je ne sais pas si vous m'entendez, je me permets de vous couper, on a des petits problèmes de connexion. On a bien entendu vos propos, juste l'image commence un petit peu et le son à se dégrader. Je reviens vers vous dans un instant. J'ai bien noté votre propos, on vous redonne la parole, on essaie de régler les petits soucis dans un instant et je vous redonne la parole. Mais vous avez constaté en tout cas cet engagement remarquable. Eddy Cid, porte-parole du syndicat SGP Police, quand je dis l'engagement, la solidarité, la proximité se sont exprimés pleinement depuis le mois de mars. C'est un constat, j'imagine, que vous partagez? Complètement, bonjour. Je tiens déjà à saluer effectivement le travail magnifique et formidable qui a été fait par mes collègues de la fonction publique hospitalière. Nous avons essayé de les aider au maximum effectivement, en limitant le déplacement des Français sur le territoire. Il faut bien intégrer que ça a été tout sauf une évidence pour nos concitoyens, ce qui est légitime, c'était une première effectivement. Et aujourd'hui, on est dans un cas de figure très particulier. Faut savoir quand même qu'on a une différence entre la première et la seconde vague. C'est-à-dire que pour les fonctionnaires de police et les représentants des forces de sécurité, on a une problématique en plus qui est le terrorisme. C'est-à-dire que, par exemple, je vous prends un cas très concret, on avait pu mettre en place effectivement un mode dégradé qui avait permis effectivement de pouvoir, en gros, confiner les fonctionnaires de police qui étaient malades. Aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut plus parce qu'on a besoin de fonctionnaires de police sûrs
effectivement sur la voie publique pour sécuriser les lieux de culte. Donc une fois de plus, nous sommes au milieu effectivement d'enjeux qui nous dépassent, mais nous assumons, nous sommes là. Et je ne vous cache pas que les forces de l'ordre aujourd'hui, il y a des véritables clusters vraiment partout. Je pèse mes mots. On essaie de faire au mieux. L'administration effectivement essaie de pallier aux carences, mais aujourd'hui nous subissons effectivement la seconde vague. Nous y faisons face. C'est très compliqué car on a en plus de menaces terroristes qui aujourd'hui exacerbent effectivement notre présence et les besoins effectivement qu'ont les gens pour les forces de l'ordre en l'occurrence. Donc effectivement, je ne vous cache pas que moi j'ai eu des cas très concrets de fonctionnaires de police qui ont ramené le Covid effectivement à la maison, qui ont contaminé leur épouse et qui n'ont pu être présents effectivement à l'issue car ils ont dû reprendre rapidement le travail et qui ont dû quitter le domicile et faire quelque temps des colocations pour pouvoir continuer d'assurer la sécurité de nos concitoyens et des lieux de culte. Il n'y a pas pire pour effectivement un homme et une femme de devoir quitter les siens après les avoir contaminés sans pouvoir prendre soin d'eux. Voilà le sacrifice qui a été fait par les forces de l'ordre. Mais on a eu le cas de figure, effectivement, chez aussi nos collègues de la fonction publique hospitalière. Donc aujourd'hui, on est en phase d'une seconde vague. Est-ce qu'on en aura une deuxième, une troisième, en l'occurrence, une quatrième, je ne sais pas. Mais c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans le dur. Nous faisons du mieux que nous pouvons. Nous sommes soutenus par notre administration, je tiens à le préciser. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est le cas. Nous avons des moyens supplémentaires, heureusement, sur la seconde vague. Maintenant, il y a une différentielle avec la première vague où nous n'avions pas de moyens. Oui. Nous n'avions pas de masque, nous n'avions pas effectivement de gants. Alors, ça a retissé le lien entre la population et les fonctionnaires. Je tiens vraiment à le préciser. On a eu beaucoup de dons qui ont été faits, ce qui était très très bien, de masques, de gel hydroalcoolique. Je pense à cette grande ancienne effectivement de parfumerie qui nous a permis effectivement d'avoir un gel hydroalcoolique, du restaurateur ou au monde mutualiste, à la mutuelle ministère de la Justice et les métiers de sécurité, qui a amené effectivement des bornes de gel hydroalcoolique dans les centres pénitentiaires pour pouvoir sécuriser le travail effectivement des agents pénitentiaires. Donc aujourd'hui, ça a permis de vraiment recréer un lien entre la population et ses fonctionnaires. Une perception en tout cas de notre fonction publique qui a changé clairement depuis le mois de mars. Sonia Neuris, alors est-ce que vous êtes, on était en train de régler du côté des coulisses les soucis de connexion. Donc vous allez nous rejoindre dans 30 secondes. On est en train de régler cette difficulté-là. Eddy Cid, comment on fait maintenant? Alors vous constatez ce lien, je le constate évidemment, on retisse un lien nouveau peut-être qui doit être un enjeu fort quand on parle de refondation de la fonction publique. Concrètement, comment on capitalise là-dessus? Est-ce que ces valeurs peuvent devenir centrales en matière de gestion des ressources humaines? Et comment on fait de manière très pratico-pratique, de manière pragmatique, de manière opérationnelle? Comment faire? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y aura véritablement, comme vous l'avez souligné, un avant et un après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un cas de figure où les fonctionnaires de police, effectivement, il y avait une espèce de fonctionnaire bashing qui existait, qui a connu effectivement un point d'exacerbation monumental lors de la réforme des retraites, lorsqu'on en a attaqué par exemple les statuts spéciaux. Mais je rappellerai effectivement que les statuts spéciaux, les fameux statuts spéciaux des fonctionnaires, dit régalien, c'était ceux qui étaient présents quand tout le monde était confiné. Oui. Voilà, eux, ils étaient sur place, ils ont pris les risques. Donc aujourd'hui, une façon effectivement de pouvoir tisser le lien et de pouvoir rassurer effectivement les fonctionnaires de police, c'est aussi de pouvoir, et les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière aussi, parce qu'il y a aussi des régimes spéciaux chez eux, c'est de pouvoir effectivement moduler cette réforme de la retraite qui, je le précise, n'est toujours pas entérinée à l'heure actuelle. La question de la réforme de retraite, effectivement, qui est passée un peu au second plan, je crois. Et je ne sais pas d'ailleurs si elle reviendra avant la fin de la mandature. Allez-y, oui, vous vouliez dire. Non, je voulais juste vous souligner que malheureusement, elle est tout sauf enterrée, cette réforme de la retraite. On a eu la semaine dernière le Sénat qui s'est permis de faire un vent debout, effectivement, qui s'est permis une fois de plus de moduler le projet de réforme de la retraite en rajoutant les années de cotisation. Donc je m'arrêterai là, mais pour vous dire que c'est tout sauf enterré, malheureusement. Un petit peu d'écho. Bruno de Laporte, vous suivez là, vous avez l'œil rivé sur le fil de questions. N'hésitez pas à continuer à témoigner, à écrire vos questions. Bruno de Laporte, vous en avez sélectionné quelques-unes. Concernant peut-être justement cette notion d'engagement et en lien avec la première table ronde sur le télétravail ou le travail à distance, il y a des métiers comme le vôtre ou comme celui des pénitenciers qui sont particulièrement complexes à faire à distance, voire assez impossibles. Donc comment vous travaillez sur cette dimension d'engagement
en physique ou en proximité, Présentiel, engagement et oui. proximité. Je pense que sur ces métiers-là, est-ce que vous avez une solution ou des propositions pour associer du télétravail ou est-ce que c'est, d'après vous, pas envisageable de faire du télétravail? Et effectivement, Edicide, on évoquait tout à l'heure le fait que le numérique n'était évidemment pas la solution à tout, c'était un outil finalement. Comment ça se passe? Quel est votre sentiment? Le télétravail, le numérique sur des missions régaliennes, c'est évidemment très particulier. Je vous dirais que c'est relativement salvateur. Sincèrement, ça permet de montrer qu'il y a effectivement des métiers qu'on ne peut effectivement aujourd'hui qui ne sont pas interchangeables. Il y a des cœurs de métier effectivement qui doivent rester aujourd'hui au centre de l'intérêt général et qui doivent être soutenus. On a essayé quelque part de développer au maximum le télétravail pour les fonctionnaires de police qui font des tâches dites administratives. Aujourd'hui, malheureusement, seule la présence physique permet effectivement d'arrêter et le cas échéant de sécuriser les biens du bien commun. Je prends un exemple très concret. Durant la première vague, on a eu effectivement une augmentation exponentielle du nombre de violences conjugales. Effectivement, du fait du confinement, de ce climat oppressant peut-être, mais en tout cas, on a eu. Heureusement que les fonctionnaires de police étaient présents parce qu'il est totalement impossible et improbable de pouvoir faire du télétravail ou de sortir que sur mission. Donc, les fonctionnaires de police ont dû venir prendre des risques, interpeller 2 fois les auteurs. Donc là, je vous cache bien que tout ce qui est geste barrière est totalement impossible quand on est en face d'un individu récalcitrant et des fois malheureusement alcoolisé. Donc, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas interchangeables. Et il y a des choses où effectivement, c'est là que le télétravail atteint définitivement ses limites, même si on essaie effectivement de démocratiser, et c'est judicieux, et j'espère que ce sera le maximum possible, mais il y a des limites effectivement que l'on ne peut pas atteindre, et celle en l'occurrence de la sécurité, où mes collègues de la fonction publique hospitalière, malheureusement, ne sont pas aujourd'hui effectivement télétravaillables, si je puis dire. Effectivement, Voilà. l'approche doit être différente sur ces missions régaliennes. Sonia Neuris, vous êtes de retour. Je crois que les petits soucis techniques, ça arrive. On est sur du 100% dématérialisé, 100% distanciel. Voilà, vous êtes avec nous. On parlait de cette incarnation, des mesures concrètes, pragmatiques qui découlent de ces valeurs d'engagement, de solidarité, de proximité. Comment on les manage? Comment on rend, comment on met ces valeurs dans le quotidien des agents? Comment on les transcrit au quotidien, selon vous, Sonia Neuris? Alors, on les transcrit par une nouvelle proximité, peut-être. C'est vrai qu'on était à distance. On a essayé d'utiliser tous les outils, surtout quand vous êtes sur 2 sites, même si on n'est pas très loin, mais on peut commencer le matin sur un site hospitalier et être l'après-midi sur un autre site hospitalier, mais ça ne vous donne pas l'échange en direct et le contact avec les équipes qui ont besoin, que ce soit leur cadre de proximité, que ce soit les cadres de pôle, d'être dans un échange immédiat. Donc, c'est de retrouver à tous les étages du management cette proximité et ce contact rapide. Même si on est loin, on peut utiliser maintenant effectivement la visioconférence, qui est ce qui nous rapproche, même si ça reste du distanciel. Et puis le téléphone, ça fait partie aussi des outils. Donc, il y a vraiment une attente de sortir de ce management distancié où on avait un peu l'impression, ou en tout cas la perception des équipes de terrain, c'était les managers et les directeurs ou les cadres de pôle sont dans une forme de tour d'ivoire, ignorent les difficultés de terrain et finalement méconnaissent complètement quelle est notre pénibilité et ne la reconnaissent pas. Donc voilà, ça a été une des expériences de la crise, d'essayer d'être le plus au contact avec les équipes. Et quand je dis au contact, c'était bien sûr en respectant tout ce qu'il fallait de gestes barrières et de protection, mais c'était aussi un contact qui pouvait se faire par visio avec les médecins ou avec certaines équipes hospitalières qu'on pouvait contacter comme ça. Edicide, cette place du management, on l'interroge depuis le début de la matinée. On voit bien que les managers ont un rôle essentiel sur ces enjeux-là. Quand Sonia Neuris parle des managers plus proches peut-être de leurs équipes, là aussi, vous le constatez ou c'est quelque chose de nécessaire pour penser la suite?
Complètement. Je dirais même que cette pandémie et les 2 vagues effectivement auxquelles on fait face, ont permis de rapprocher, mais vraiment. Je parle du gardien de la paix au commissaire de police. Aujourd'hui, les gens ont intégré, que nous étions tous dans, si je puis dire, dans le même bateau, que ce qui comptait, c'était l'intérêt général et pas forcément l'intérêt particulier. Donc ça a rapproché non seulement la police de sa population, donc les fonctionnaires en général de la population, mais en plus, effectivement, il y a un côté transversal effectivement qui a rapproché les fonctionnaires. Et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liens entre les autorités et leurs fonctionnaires. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas avant, je dis qu'il y en avait moins. Il y a une nuance importante parce que quand tout de suite on parle de l'ordre vital, quand on a des fonctionnaires de police qui sont covidés, certains qui vont en réanimation, parce que je tiens à préciser que les fonctionnaires au sens large sont aussi des citoyens comme les autres. Donc il y a des risques de comorbidité, il y a des personnes qui ont des cas de diabète, qui sont asthmatiques, effectivement, qui ont des pathologies qui travaillent avec, mais qui ont des pathologies avérées. Donc ça permet vraiment de rapprocher effectivement, une fois de plus, au-delà de la population, la base, si je puis dire, effectivement, de sa hiérarchie, parce que on a compris que tout le monde était, si je puis dire, face à l'adversité, que les liens se ressoudent et qu'aujourd'hui, toutes les personnes sont dans le même bateau, si je puis dire, pour essayer de faire avancer les choses et essayer de, quelque part, de sauver la fonction publique et d'être le dernier rempart face à cette pandémie qui, malheureusement, ne dit pas son nom dans la durée, si je puis dire. Effectivement, on ne sait pas combien de temps ça durera, on ne sait pas combien il y aura de vagues, mais effectivement, on sait que nous serons là et nous essaierons d'être là à chaque fois et encore plus quand nous avons des cas de figure très particuliers et des phénomènes exogènes comme par exemple le contexte terroriste, si je puis dire, qui en rajoute une couche effectivement à notre travail qui est déjà compliqué en période de pandémie. Effectivement. On arrive au terme de notre échange. Peut-être un mot bref de conclusion chacun. Qu'est-ce que vous voulez dire aux agents, aux managers, aux décideurs aussi, qui sont extrêmement nombreux? On avait, je crois, 600 personnes là, il y a quelques instants qui nous suivaient. En mots de conclusion sur ces enjeux de valeur, Sonia Neuris, comment vous voyez les choses? Quel message vous voulez passer ce matin? Alors, je ne sais pas si c'est autour des valeurs, mais c'est... ce qui est sûr, c'est qu'on va vivre longtemps avec ce type d'épisode. Et qu'une des grandes difficultés du début de la pandémie, on était quand même sur des capacités hospitalières qui avaient été réduites d'année en année, et on n'était pas en capacité d'absorber et même si on l'a fait, mais ça a été au détriment de certaines prises en charge, puisqu'il a fallu arrêter certaines prises en charge pour pouvoir s'organiser et accueillir ce type de patients atteints de la Covid. Donc, pour rassurer aussi les équipes et ne pas les désespérer, ne pas amplifier la perte d'attractivité de ces métiers-là, qui sont des métiers à forte pénibilité, c'est de pouvoir les rassurer sur le fait qu'on aura dans les années à venir à nouveau ce type d'épisode et qu'on est mieux armé, nous en interne, fonction publique hospitalière, mais peut-être aussi avec les acteurs du territoire, les acteurs de santé, parce que sur la première saison, comme on l'appelle en Île-de-France, l'hôpital a été au centre et majoritairement a pris en charge ces patients-là. Sur la deuxième saison, on essaye de travailler un peu plus avec les acteurs de santé du territoire. Oui. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on capitalise, c'est aussi de s'ouvrir à d'autres professionnels de santé et voir comment est-ce qu'ils peuvent aussi nous rejoindre à un moment de crise, parce que seul, on voit bien qu'on peut être, si on ne l'a pas anticipé, assez vite débordé. Donc voilà, c'est les rassurer sur le fait qu'on a pris la mesure du besoin hospitalier, qu'on y mettra des ressources et des moyens et qu'on ne sera pas seul pour vivre et gérer ce type de crise, parce qu'encore une fois, ça va aussi peut-être devenir notre quotidien annuel. Merci beaucoup pour ce témoignage, Sonia Neuris. On salue l'association, l'adresse que vous représentez ce matin. Eddy Sid, votre conclusion très, très succincte, la question des synergies, des coopérations. Puis c'est ce que souligne Madame Neuris, la question de l'attractivité de la fonction publique qui se pose de manière très forte actuellement.
Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, on a aujourd'hui une crise des vocations dans la fonction publique au sens large. Hein. Donc, je pense à mes collègues de la pénitentiaire, par exemple, et on a déjà effectivement commencé à voir cela effectivement au sein des forces de l'ordre, au vu de la pénibilité et des conditions de travail. On a actuellement un livre blanc effectivement qui est de la sécurité, qui est en cours de rédaction, qui débouchera sûrement sur une LOPSI, une loi d'orientation, de programmation et de performance de la sécurité intérieure, qui est une loi effectivement qui balaye d'un très large spectre effectivement la police de demain et les moyens qu'on pourra y apporter. On espère effectivement que des réponses pérennes seront apportées pour pouvoir continuer à susciter des vocations. C'est là le plus important. Ça permet effectivement un recrutement de qualité et de pouvoir effectivement pérenniser les fonctionnaires dans leur corps de métier pour qu'on n'ait pas cette vague effectivement de démissions. Je pense surtout à la fonction publique pénitentiaire, par exemple. D'accord. Livre blanc de la sécurité intérieure qu'on attend depuis un moment. On nous le promet pour la fin de l'année, dans les jours, dans les semaines. Bon, le message est passé. Si on peut, il y a un fort volet RH sur ce livre blanc. Merci beaucoup Sonia Neuris d'avoir témoigné. Merci beaucoup Edicide. Merci à vous. Merci à tous les deux. Vous restez, vous êtes vraiment des très nombreux à nous suivre. On enchaîne dans un instant sur ces enjeux d'agilité. Vous continuez de poser vos questions. Le fil est extrêmement riche. On va relayer vos témoignages. Merci à tous les deux. Vous bougez pas. On est de retour en direct dans quelques instants. Merci.